À Galguli, un poste frontalier solaire et biométrique a enregistré plus de 64 000 passages en un seul mois. Pour un village longtemps laissé à la poussière, ce chiffre ressemble à une anomalie statistique, presque à une provocation. Que révèle vraiment cette brusque densité de mouvement sur le Burkina Faso qu'Ibrahim Traoré dit vouloir reconstruire en partant de ses marges? Et si derrière ces câbles étincelants, ces fils de voyageurs et ces uniformes enfin visibles, se jouait en silence l'avenir concret de la souveraineté nationale burkinabé aux frontières du Sahel? Galguli porte désormais une question simple mais décisive. Si un seul poste peut transformer une zone oubliée, que pourrait produire un réseau entier? La promesse annoncée est claire, presque méthodique. Offrir un bénéfice public mesurable à travers une frontière rendue visible, fiable et utile. Une définition compacte qui résume l'enjeu en 10 mots. Mais derrière cette promesse se cachent des risques bien réels. L'essoufflement des financements, la pression des groupes armés, les suspicions d'ingérence, ou encore la fragilité psychologique d'un territoire qui n'a connu que l'abandon. Le projet devient alors un pari stratégique. Si Galguli tient, il peut devenir un standard national. S'il cède, il redeviendra un symbole parmi tant d'autres dans un Sahel saturé de mirages. Et pour le gouvernement comme pour les habitants, l'enjeu dépasse le bâtiment. Il s'agit de prouver qu'une frontière peut redevenir une institution quotidienne, non un vide menaçant. Dans cette tension, chaque jour sans incident n'est plus une routine, mais un signal politique. Car une promesse n'avance que si les preuves s'accumulent, pas si les discours se répètent. En moins d'un mois, Galguli a passé de simples points poussiéreux à lieu le plus mesuré du sud-ouest, avec plus de 74 000 mouvements enregistrés. Et derrière cette statistique spectaculaire, un renversement discret s'opère. Pour la première fois depuis des décennies, l'État burkinabé dispose d'un flux de données fiables sur une portion de sa frontière. Un basculement que peu avaient été vu venir. Avant cette mutation, la zone n'était qu'un entre-deux incertain. Les registres papier s'envolaient littéralement au vent, les patrouillards s'appuyaient sur des intuitions plus que sur des faits, et les habitants vivaient dans un espace où l'autorité existait surtout à la radio. La frontière n'était ni une ligne, ni une institution, seulement un vide que trafiquants, migrants et milices exploitaient. Dans ce décor d'abandon routinisé, la peur circulait plus vite que les informations, et la confiance s'effritait d'année en année. L'ouverture du poste de Galguli, le 15 juillet 2023, représente donc bien plus qu'un chantier réussi. C'est un prototype d'État. Les panneaux solaires fournissant énergie et eau. Les scanners biométriques remplacent les cahiers froissés et les données sont désormais transmises directement à Ouagadougou. Pour les habitants, cette simple continuité technique change tout. L'uniforme n'effraie plus, il rassure. La présence cesse d'être sporadique pour devenir prévisible, presque familière. Surtout, cette transformation incarne une idée que Ibrahim Traoré répète dans ses discours. La sécurité n'est pas une importation, mais une construction sociale. À Galguli, l'infrastructure n'est qu'un support. Le véritable changement réside dans la perception. Les habitants se sentent vus, comptés, associés. Et dans un Sahel rongé par la défiance, cette perception vaut autant qu'une opération militaire. Le contexte régional confirme l'enjeu. Entre le Ghana, la Côte d'Ivoire, le Mali et le Burkina Faso, les routes commerciales se redessinent, tandis que les groupes armés testent les zones grises. Dans ce paysage mouvant, un poste fonctionnel devient plus qu'un service, une preuve de souveraineté active. Au milieu des câbles solaires et des allées nouvellement tracées, une voix locale s'est rapidement imposée comme fil conducteur. Celle de Bernardette Cambiré, mère de 4 enfants, vendeuse de fruits depuis toujours. Son témoignage n'a rien de spectaculaire, mais il cristallise ce que les rapports officiels appellent « impact communautaire ». Elle raconte qu'autrefois, l'État n'existait qu'à la radio. Aujourd'hui, elle ouvre son étal à quelques mètres d'un forage alimenté par le poste.
Et sa phrase la plus simple résume la bascule. Ils nous ont apporté la lumière et la paix. Cette transformation précoce ne se limite pas à la commodité. Elle modifie la dynamique sociale. Les enfants jouent près des installations solaires où la poussière dominait. Les gardes, auparavant perçus comme des étrangers armés, deviennent des repères familiers. La distance entre habitants et uniformes se réduit, non par une campagne officielle, mais par la routine quotidienne. Saluer, vérifier, s'informer, revenir le lendemain. Le second visage de cette mutation est celui d'un ancien officier local, aujourd'hui animateur radio, qui résume la nouvelle réalité par une phrase concise. Quand on sert, on est enfin vu. Dans un territoire habitué à l'invisibilité, cette reconnaissance suffit à réorienter les comportements. Les marchés s'organisent à heures plus régulières, les trajets se planifient avec moins d'angoisse, et la rumeur, jadis seule source d'information, recule devant des pratiques administratives simples. S'identifier, enregistrer un passage, récupérer un document fiable. Ces récits modestes révèlent l'essentiel. Un poste frontalier devient un espace social dès que les habitants peuvent y projeter leur quotidien. Et lorsque le quotidien change, même légèrement, il entraîne tout le reste, du commerce au sentiment de sécurité. L'activation commence le 15 juillet 2023, quand le poste frontalier de Galguli ouvre ses portes sous un soleil lourd. Rien ne ressemble encore à un tournant. Quelques soldats alignent les barrières, des ingénieurs vérifient les panneaux solaires, les habitants observent à distance. Puis, le clic métallique des premiers scanners biométriques brise le silence du Sahel. En quelques heures, les registres papier deviennent obsolètes. En quelques jours, les routines changent. Là où l'on franchissait la frontière en silence, on présente désormais un document, on se fait enregistrer, on laisse une trace vérifiable. Le simple fait d'être vu devient une nouveauté administrative. Le flux ne tarde pas. Des motos, des transporteurs, des commerçants, des familles passent. L'OIM enregistre des mouvements jusqu'alors inimaginables pour une zone aussi marginalisée. Plus de 64 000 traversées en moins d'un mois. Chaque entrée et sortie génère une donnée exploitable et chaque donnée renforce la présence de l'État. Les habitants commencent à comprendre que ce poste ne se contente pas d'observer, il structure. La frontière cesse d'être une faille et devient un filtre. Le climax survient lorsque les rumeurs apparaissent. Dans le Nord, certains groupes armés affirment que la station est une façade technologique étrangère. À Galguli, la peur revient par vagues. On murmure que le poste sera attaqué, que les panneaux solaires seront sabotés, que l'infrastructure ne tiendra pas face à la violence. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré convoque un conseil de sécurité d'urgence. La décision tombe. Tenir la ligne, renforcer les patrouilles, coordonner avec le Ghana. Pour la première fois, une action militaire suit une infrastructure civile, et non l'inverse. Le message officiel est net. Le Burkina Faso reconquiert ses frontières. Pendant ces semaines tendues, les câbles brillent la nuit comme une provocation silencieuse. Les groupes armés testent les défenses à distance. Mais la faille qu'ils espéraient ne se présente pas. Le poste reste ouvert chaque matin, les scanners fonctionnent et la routine reprend. Cette stabilité obstinée devient le cœur du récit. La frontière n'a pas cédé. Elle s'est tenue. L'aftershock s'opère ensuite, lentement mais profondément. À Galguli, les marchés rouvrent plus tôt, les trajets se stabilisent. Les commerçantes reprennent leurs activités sans craindre les coupures d'eau ou d'électricité. Les jeunes, fascinés par les équipements, se portent volontaires pour les formations numériques. Les familles, autrefois tentées de se déplacer vers des zones plus sûres, choisissent de rester. Les 200 emplois directs et indirects liés au poste créent une microéconomie qui n'existait pas. Ce qui n'était au départ qu'un avant-poste devient un cœur battant. Dans la région, les réactions se propagent. Accra y voit un rempart contre les trafics transfrontaliers.
Abidjan craint un ralentissement commercial. Bamako et Niamey saluent un modèle africain de souveraineté fonctionnelle. Les observateurs étrangers commentent, mais sur place, seuls comptent les gestes quotidiens. L'eau potable coule, les lampes solaires restent allumées, les uniformes saluent les passants. L'ordre ne revient pas par imposition mais par persistance. Ainsi, la séquence complète, activation, climax, aftershock, montre qu'un poste n'a pas simplement été inauguré. Il a résisté, puis il a transformé ce qui l'entourait. Le point de départ, le baseline, était clair. Avant juillet 23, Galguli ne disposait d'aucun système connecté, aucun registre stable, aucune donnée capable de décrire ses flux réels. La Delta apparaît moins d'un an plus tard. Le Burkina Faso passe de 0 à 4 postes biométriques opérationnels, avec Galguli comme prototype. Ce bond simple traduit une volonté centrale, équiper les marges avant de redéfinir le centre. Ce chiffre raconte surtout une rupture structurelle. La technologie n'est plus concentrée dans la capitale, mais déployée directement dans les zones autrefois invisibles. Le premier indicateur massif concerne les mouvements enregistrés. En moins d'un mois, plus de 74 000 traversées ont été comptabilisées par le système de l'OIM. Cette donnée prouve qu'un poste moderne révèle une activité longtemps sous-estimée, car la frontière n'était pas réellement mesurée. Elle indique aussi l'existence d'une fréquentation régulière qui structurait déjà la vie locale sans jamais bénéficier d'un encadrement administratif. Et elle démontre qu'un outil plus fiable peut substituer les rumeurs par des faits, réduisant l'arbitraire qui dominait les contrôles. Le deuxième indicateur touche directement la sécurité. Dans le même intervalle, les autorités ont constaté une baisse de 37% des incidents frontaliers signalés dans la zone sud-ouest. Cette diminution valide l'effet dissuasif de la présence visible, même sans augmentation significative des effectifs déployés. Elle montre aussi que les trafiquants ciblent moins les zones dotées de capteurs et de patrouilles coordonnées. Et elle rappelle qu'une frontière structurée agit comme filtre. Elle assèche les marges ou prospérer l'opacité. Le troisième indicateur concerne l'économie locale. Plus de 200 emplois directs et indirects liés au poste ont été créés dans la région. Ce volume, modeste à l'échelle nationale, transforme cependant une localité qui ne comptait presque aucune économie formelle. Il génère des chaînes d'activités nouvelles, transport, restauration, petites réparations, vente de produits frais, et il contribue à stabiliser les familles, réduisant la mobilité forcée qui fragilisait l'ensemble du tissu social. Derrière ces trois chiffres, une logique commune se dessine. Quand l'État devient prévisible, les comportements collectifs changent. Les habitants adoptent plus facilement les routines administratives. Les commerçants planifient de mieux leurs trajets. Les gardes travaillent avec des données plutôt qu'avec l'intuition. Chaque traversée enregistrée renforce la capacité des autorités à cartographier les flux humains. Chaque incident évité consolide la légitimité d'un État longtemps accusé d'absence. Chaque emploi créé prouve qu'une frontière peut produire de la valeur, pas seulement de la surveillance. Cette montée progressive de données nourrit un objectif explicitement défendu par Ibrahim Traoré, faire de la souveraineté une matière mesurable et non un discours. À Galguli, l'infrastructure n'est pas une vitrine, c'est un instrument. Les panneaux solaires garantissent la continuité du service. Les scanners biométriques réduisent les imprécisions. La transmission numérique assure que la capitale ne gouverne plus à l'aveugle. Le poste devient donc une micro-usine de fiabilité. Et dans un Sahel où les chiffres manquent autant que la confiance, cette fiabilité constitue un capital politique décisif. Deux lectures s'affrontent autour de Galguli, chacune portée par des arguments cohérents et, surtout, par des préoccupations légitimes. La première voit dans le poste un symbole maîtrisé d'émancipation, un État africain capable de moderniser ses frontières avec ses propres agents, ses propres procédures et une souveraineté clairement affichée. La seconde y décèle une dépendance masquée, un progrès technologique adossé à des financements internationaux qui pourraient, à terme, réintroduire une forme subtile de tutelle extérieure. Le premier camp, celui de l'émancipation,
insiste sur la logique de contrôle national. Les agences sont burkinabées, formées sur place. Les données sont stockées à Ouagadougou, non sur des serveurs étrangers. Et aucune infrastructure visible ne porte un drapeau autre que celui du Burkina Faso. Pour ses partisans, Galgouli ne représente pas une simple modernisation. C'est un acte politique. Le poste incarne une idée chère à Ibrahim Traoré. Reconstruire les bords avant que le centre ne s'effondre, en prouvant qu'un territoire longtemps marginalisé peut devenir un pilier de souveraineté fonctionnelle. Il souligne également que la présence d'un service public stable redonne confiance aux habitants, ce que ne peut fournir aucune assistance extérieure. Le second camp, celui de la dépendance masquée, rappelle que le financement provient de l'Allemagne, du Japon et de l'OIM. Sans ces apports, aucun scanner biométrique n'aurait été installé, aucun panneau solaire n'aurait été posé. Pour eux, la modernité apparente pourrait n'être qu'une façade, celle d'un système dont les bases technologiques restent importées. Selon ces critiques, la zone pourrait devenir un laboratoire extérieur, un espace où l'Afrique continue d'apprendre avec l'argent d'autrui, même si le décor semble national. La réponse, nourrie par les faits observés sur le terrain, atténue toutefois cette crainte. L'OIM certifie que tous les systèmes respectent les normes éthiques mondiales et que chaque agent a été formé à la protection des données. Surtout, aucune structure opérationnelle ne dépend directement d'un superviseur étranger. La seule bannière visible est nationale. Et pour les habitants, la maîtrise ne fait aucun doute. L'eau coule, la lumière reste, les uniformes répondent. Ainsi, le débat ne se clôt pas par une victoire d'un camp sur l'autre, mais par une réalité constatée. L'aide existe, certes, mais son usage s'inscrit dans une autonomie revendiquée et assumée. La frontière a changé d'échelle. Ce basculement apparaît brutalement au milieu du récit, lorsque malgré les tensions, le poste ne ferme jamais. Ni les rumeurs d'attaque, ni les tests menés par les groupes armés, ni les spéculations médiatiques ne parviennent à interrompre la routine quotidienne. Chaque matin, les scanners s'allument, les patrouilles se coordonnent, les câbles solaires brillent comme des artères neuves. Cette continuité obstinée agit comme une révélation. Galgouli n'est plus une expérience, mais une permanence. Le changement de perspective se lit aussi chez les voisins. Au Ghana, le poste devient un rempart contre les trafics. En Côte d'Ivoire, il inquiète et fascine. Au Mali et au Niger, il sert déjà de référence pour ce que certains appellent un modèle africain de souveraineté intelligente. Cette reconnaissance extérieure, inattendue pour une localité longtemps ignorée, transforme l'avant-poste en point d'appui régional. Pour Ibrahim Traoré, cette étape constitue une preuve intermédiaire. Le symbole n'a pas faibli. Au contraire, il a résisté aux premières secousses, ce que peu d'infrastructures du Sahel parviennent à accomplir. La conséquence est claire. Si Galgouli tient à mi-parcours, alors ce qui suit peut dépasser la simple frontière et toucher la doctrine nationale. Les effets de Galgouli ne se résument pas à une amélioration administrative. Ils se déclinent en 4 couches concrètes, chacune mesurable dans la vie quotidienne. Les dynamiques locales, la sécurité régionale et les équilibres géopolitiques. Ce sont ces retombées, plus que les discours, qui confirment la solidité du modèle voulu par Ibrahim Traoré. Pour les résidents de Galgouli, la transformation est tangible. L'accès à l'eau potable grâce au forage solaire a modifié les routines domestiques. Les journées ne sont plus rythmées par la recherche d'une source fiable. Les femmes commerçantes, jadis contraintes de s'installer en périphérie, faute d'espace sécurisé, occupent désormais les abords immédiats du poste. Les enfants jouent autour des installations solaires, signe que la peur, autrefois omniprésente, s'est éloignée. Surtout, la présence visible des uniformes a rétabli un lien psychologique essentiel, celui d'un État qui ne disparaît pas avec le crépuscule. Les habitants parlent moins des menaces et davantage des projets,
Un basculement rare dans une zone autrefois marquée par l'incertitude. Le poste agit comme multiplicateur local. Les plus de 200 emplois directs et indirects créent un tissu économique que la localité n'avait jamais connu. Des transporteurs reviennent, des restauratrices ouvrent des stands, des réparateurs de câbles trouvent un marché stable. Le simple fait de pouvoir anticiper l'électricité ou l'afflux de voyageurs permet aux commerçants d'organiser des horaires réguliers. La frontière cesse d'être un point mort et devient un moteur capable d'irriguer toute la zone. Cette dynamique favorise aussi la fixation des familles. Moins d'exode économique, davantage de micro-initiatives. Pour une région fragilisée, cette normalisation vaut autant qu'un grand investissement public. La baisse de 37% des incidents frontaliers dans la zone sud-ouest illustre un basculement structurel. La présence de données numériques renforce les patrouilles, qui interviennent désormais sur la base de flux réels plutôt que d'intuition. Les trafiquants, qui prospéraient dans l'opacité, déplacent leurs routes vers des zones moins surveillées. Le poste devient un filtre qui rend les mouvements prévisibles, réduisant les risques d'infiltration et les tensions entre villages frontaliers. La coordination Burkina Faso-Ghana, renforcée après les premiers signaux d'hostilité, crée un corridor plus stable. Pour la première fois depuis longtemps, la frontière agit comme une protection et non comme un déclencheur de violence. Au-delà du village, Galguli crée un précédent. Accra y voit un outil contre le trafic. Abidjan s'inquiète d'un potentiel ralentissement commercial. Bamako et Niamey y lisent la démonstration d'une souveraineté africaine capable de s'appuyer sur la technologie sans renoncer au contrôle national. Les organisations internationales observent le cas comme un laboratoire politique. Si un poste fonctionne durablement dans une zone aussi instable, alors un modèle reproductible existe peut-être enfin pour le Sahel. Cette visibilité géopolitique inattendue pour une localité marginale transforme Galguli en référence, non par sa taille, mais par sa constance. Ainsi, les effets réels s'alignent et se renforcent. Le quotidien se stabilise, l'économie respire, la sécurité gagne en prévisibilité, et la région s'ajuste. Galguli n'est plus un point isolé, c'est un pivot. Les 12 prochains mois détermineront si Galguli devient une politique nationale ou reste un succès isolé. 3 trajectoires se dessinent, chacune cohérente avec les dynamiques déjà observées et les tensions qui persistent autour de la frontière. Dans cette trajectoire, le poste maintient son fonctionnement quotidien, sans incident majeur. Les patrouilles mixtes Burkina-Ghana se stabilisent. Les bases de données restent opérationnelles et les équipes locales continuent d'assurer la maintenance des panneaux solaires et des scanners biométriques. Les flux humains, régulièrement mis à jour, alimentent ces plans du ministère de la Sécurité, qui étudie la possibilité d'étendre progressivement le modèle vers Dola, Yendéré et Madouba. Cette progression modeste mais régulière consolide l'idée que la souveraineté peut se construire par accumulation de preuves, non par annonce. Galguli devient alors un maillon solide d'une chaîne en expansion. Dans la version la plus favorable, la réussite de Galguli inspire bien au-delà des frontières nationales. Le Mali, le Niger ou encore la Guinée envisagent d'adapter le modèle biométrique solaire à leur propre zone grise. L'Union africaine cite le site comme exemple de souveraineté démontrée dans ses programmes de gouvernance frontalière. Les partenaires européens, plutôt que d'imposer des cadres, adoptent une approche de coopération technique. Cette reconnaissance accélère la duplication du modèle, tandis que le Burkina Faso s'affirme comme exportateur de méthodes, non importateur de solutions. Le poste devient ainsi un symbole continental d'un État, capable de transformer sa marge en vitrine fonctionnelle. L'hypothèse la plus fragile repose sur une attaque, un sabotage ou une défaillance majeure. Un incident ciblant les infrastructures solaires ou les systèmes biométriques pourrait interrompre la dynamique, relancer les rumeurs et décourager les bailleurs. Les groupes armés, frustrés par la perte de leur route traditionnelle, auraient tout intérêt à frapper un symbole qui bouscule leur réseau. Dans ce cas,
La confiance accumulée s'effriterait rapidement, et le projet risquerait d'être perçu comme une expérience éphémère. L'impact toucherait surtout le moral. La croyance qu'un territoire marginalisé peut redevenir un espace fonctionnel reculerait. Recommandation de lecture pour les 12 mois. La clé, quel que soit le scénario, sera de suivre 3 indicateurs: la continuité du service, la qualité des données transmises et la perception locale de sécurité. Un modèle ne tient pas parce qu'il brille, mais parce qu'il se maintient jour après jour. Les transformations de Galguli ne parlent pas seulement aux experts ou aux observateurs internationaux. Elles touchent différemment 3 groupes de spectateurs qui, chacun à leur manière, cherchent à comprendre ce que signifie une frontière qui fonctionne enfin. Pour ceux habitués aux zones grises, le cas de Galguli résonne comme une possibilité concrète. Un espace autrefois abandonné peut devenir prévisible. Ce que retiennent ces spectateurs, c'est moins la technologie que la constance. Voir un poste ouvrir chaque matin, sans faille, rappelle que la stabilité peut naître même dans les territoires réputés ingouvernables. Cette lecture rassure, car elle suggère qu'une routine fiable vaut parfois plus qu'une opération d'envergure. Pour les acteurs économiques ou sociaux, Galguli offre un exemple rare d'effet multiplicateur. L'eau, l'électricité, les flux de voyageurs, les emplois, tout converge vers une amélioration quotidienne mesurable. Le poste n'est pas seulement un outil de contrôle, il devient un moteur de microéconomie. Cette dimension parle particulièrement à ceux qui doutent souvent de l'impact réel des projets publics. Ici, l'impact se voit, se touche, se compte. Pour des spectateurs étrangers, Galguli agit comme un miroir qui déstabilise certaines idées reçues. Beaucoup découvrent qu'un État africain peut moderniser sa frontière sans tutelle directe, tout en coopérant avec des partenaires internationaux. Cette combinaison, coopération technique, contrôle local, remet en cause l'idée selon laquelle la stabilité africaine doit être importée. Elle ouvre une question plus large. Si un village marginal peut prouver sa résilience, qu'en serait-il d'un réseau entier? Ainsi, Galguli ne s'adresse pas seulement à ceux qui y vivent. Il interpelle quiconque s'interroge sur la possibilité de transformer un territoire par la routine, la clarté et la présence. Pour que Galguli passe du statut de prototype à celui de politique durable, une feuille de route claire s'impose. Elle repose sur 5 actions, chacune liée à une responsabilité précise et à un indicateur mesurable. L'objectif n'est pas de multiplier les annonces, mais d'assurer une continuité capable de résister aux saisons, aux pressions et aux rumeurs. Une logique que Ibrahim Traoré revendique déjà comme principe directeur. Les équipes locales doivent garantir la maintenance des panneaux solaires, des scanners biométriques et du forage, avec comme mesure clé 0 interruption non planifiée par mois. Un poste n'inspire confiance que s'il reste ouvert sans faille. La coordination Burkina-Ghana doit être inscrite dans un calendrier partagé, avec un rapport bimensuel sur les flux sensibles. La présence visible, régulière et conjointe crée un effet dissuasif plus puissant que toute déclaration politique. La duplication vers Dola, Yendéré ou Madouba doit suivre une logique simple. Infrastructure solaire, plus formation locale, plus transmission numérique directe à Ouagadougou. Le critère de succès: un nouveau poste opérationnel tous les 6 mois. Le gouvernement doit publier chaque trimestre un rapport d'audit mené avec l'OIM, garantissant la protection des données et la tolérance zéro pour les abus. La confiance ne survive que si la transparence est organisée. Des comités locaux, commerçants, femmes, leaders religieux doivent suivre mensuellement l'accès à l'eau, la sécurité perçue et la fréquentation du marché. Si la population considère le poste comme un espace qui lui appartient, la stabilité se transforme en habitude durable. Ainsi structurée, la frontière devient moins une ligne qu'un mécanisme, prévisible, mesurable, approprié par ceux qui y vivent. Lorsque Bernadette Cambiré ferme son étal en fin d'après-midi, le ronronnement doux des panneaux solaires
réapparaît comme une respiration familière. C'est ce même son, discret, continu, qui avait marqué ses premiers jours près du poste, lorsqu'elle racontait que l'État n'existait qu'à la radio. Aujourd'hui, ce signal mécanique accompagne son quotidien, comme un rappel que quelque chose a réellement changé à Galgully. Les enfants jouent encore autour des câbles étincelants. Les gardes saluent d'un geste simple. Et le forage ne cesse plus de couler. Dans cette scène ordinaire, on retrouve la promesse initiale. La souveraineté n'est pas un slogan, mais une présence que l'on reconnaît sans y penser. C'est précisément ce qu'Ibrahim Traoré voulait démontrer, qu'un pays peut se redresser par la constance, non par le bruit. Bernadette, sans discours, emporte la preuve. Elle compte les jours où l'eau arrive, où le marché reste ouvert, où la peur recule. Sous le ciel du Sahel, les lampes solaires s'allument une à une. Et dans leur lueur ténue, Galgully cesse d'être un symbole lointain. Il devient une histoire habitée, où chaque routine raconte une victoire silencieuse. La phrase qui s'impose alors tient en moins de 12 mots. La stabilité se construit quand quelqu'un décide de rester. Au-delà des chiffres, des infrastructures et des débats politiques, Galgully raconte quelque chose de profondément humain. La façon dont une communauté change lorsque la présence publique devient prévisible. Ce poste, minuscule sur une carte, montre qu'une frontière peut être un lieu de service, un moteur économique et un espace où l'on se reconnaît enfin dans l'État. Cette idée, pourtant simple, résonne bien au-delà du Sahel. Pour celles et ceux qui suivent cette histoire, une question demeure. Comment percevons-nous les marges de nos propres sociétés ? Les considérons-nous comme de simples lignes extérieures ou comme les fondations silencieuses de ce qui tient un pays debout ? L'expérience de Galgully invite à regarder autrement, avec attention, patience et curiosité. Si vous souhaitez que ce type de récit continue d'éclairer les enjeux africains, les transitions locales ou les expériences méconnues, vous pouvez soutenir le travail en partageant, en commentant ou en posant vos propres questions. Les histoires ne se renforcent que lorsqu'elles circulent.